Je me souviens de ma mère en larmes me disant qu'ils allaient sûrement m'amputer la jambe. C'était un moment très dur. On se demande, qu'est-ce que je ne pourrais plus faire que je faisais avant? Et des milliers de choses vous viennent à l'esprit. On ne peut pas être en colère indéfiniment. Il faut s'habituer au fait qu'on ne pourra plus vivre comme avant. Et ça s'apprend avec le temps. Après une amputation, recevoir une prothèse est souvent synonyme d'espoir, celui de retrouver une vie comme avant. Chercheurs, médecins et ingénieurs du monde entier conçoivent des pièces de rechange ultra perfectionnées. Comment fonctionnent ces membres artificiels high-tech et comment vit-on avec une prothèse ? Été 2012, Jeux paralympiques de Londres. Épreuve du saut en longueur masculin. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le monde qu'il y avait dans le stade. Pendant qu'on attendait, j'entendais le bruit de fond et c'était déjà impressionnant. Mais à notre entrée, ça a été la folie. Quand j'ai compris qu'ils applaudissaient parce qu'on venait d'entrer, ça a été un sentiment incroyable. J'avais le sourire collé au visage. Ce sont les premiers Jeux paralympiques pour Marcus Rem, l'apogée de sa carrière sportive. Plus l'heure avançait, plus la tension montait. J'observais mes concurrents en me disant « Celui-là, il a un sacré physique ». Quand l'épreuve a commencé, c'était très intense, avec une grande excitation. Chez lui, en Rhénanie, Marcus Rem travaille comme orthoprothésiste. Il fabrique et assemble des prothèses pour les patients. Un métier qui demande du tact et de l'empathie. Avec les clients qui ont une prothèse depuis longtemps, j'ai tendance à garder mon histoire pour moi. Mais face à quelqu'un qui me reproche de ne pas comprendre ou de ne pas savoir de quoi je parle, je réponds « Si, je sais très bien de quoi je parle. J'ai moi-même une prothèse. » À 23 ans, Marcus vient de finir sa formation. Il aime la diversité de ce métier. Un travail manuel exigeant des connaissances poussées en anatomie et un contact étroit avec la clientèle. J'étire lentement la matière par-dessus le moule, puis j'appuie doucement. Ensuite, j'ajuste l'ensemble sous vide d'air. Marcus est en pleine fabrication d'une emboîture, la partie qui sert d'interface entre le moignon et la prothèse et qui est chargée d'assurer une tenue optimale. On ne voit si ça convient qu'au moment où le client enfile l'emboîture. Mais là, je suis assez satisfait du résultat et j'ai hâte de lui faire essayer. Marcus travaille à mi-temps. Sportif de haut niveau, il consacre une grande partie de ses journées aux entraînements et aux compétitions. En 2008, il a signé avec l'école d'élite sportive du Bayer Leverkusen. Le club sponsorise entre autres ses prothèses de sport très coûteuses. On voit bien la différence entre une prothèse de tous les jours et une prothèse de sport. C'est cette lame en carbone qui fait office de pied. Elle est conçue pour restituer l'énergie quand on court, ce que fait normalement la cheville. C'est un peu plus perfectionné qu'une prothèse de vie quotidienne. Marcus s'entraîne souvent 2 fois par jour sur cette piste. Ici, il s'est fait des amis et a trouvé l'entraîneur idéal, Steffi Nerius, une ancienne lanceuse de javelot. Avec cette prothèse, on a l'impression de marcher sur la pointe des pieds, ça fait bizarre. En fait, quand on sprint, on ne court pas sur l'arrière-pied ou sur le talon, mais seulement sur l'avant du pied. La lame en carbone reproduit ce mouvement. Mais quand je marche, j'ai donc l'impression d'être sur la pointe des pieds, ce qui me donne cette drôle de démarche. Le club de Marcus est l'un des grands promoteurs du handisport en Allemagne. Au Bayer Leverkusen, tout le monde est logé à la même enseigne. Les handicapés s'entraînent tout naturellement aux côtés des valides.
Parfois, un valide participe à l'une de nos épreuves de saut en longueur. Et on voit que Marcus saute bien plus loin que certains jeunes valides du club. C'est formidable pour la confiance en soi parce qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup avec une prothèse. Plus que 2 mois avant les Jeux paralympiques de Londres. C'est le rêve de Marcus, pour lequel il s'entraîne dur depuis des années. Désormais, l'entraînement lui sert surtout à ajuster et régler au mieux sa prothèse. Elle vient justement de se décrocher un peu de sa jambe. Marcus doit changer son manchon en silicone. De l'air s'est infiltré à l'intérieur, et quand ça arrive, la prothèse ne tient plus. Il devient difficile pour moi de sauter correctement, parce que je ne sens plus bien la prothèse. Je ne sais pas comment elle se positionne quand je m'appuie dessus. Je perds un peu le contact avec le sol. Marcus est le premier athlète appareillé à avoir dépassé les 7 mètres au saut en longueur. Au début, j'avais peur que ça fasse mal. Effectivement, quand on a été amputé depuis peu, c'est douloureux. Mais avec 2 jambes valides aussi, on sent un choc quand on touche le sable, même si ça ne fait pas vraiment mal. C'est pareil avec ma prothèse maintenant, je n'ai plus vraiment mal. Marcus a du talent et de l'ambition. Il est l'un des grands espoirs allemands pour les Jeux paralympiques. Il y a 12 ans, Karl-Heinz Ammon a été victime d'un grave accident du travail à l'aéroport de Düsseldorf. Alors qu'il aidait 2 collègues à charger un avion, une lourde cargaison lui est tombée dessus. Quand j'ai perdu mon bras, ça a été terrible. Le monde s'est écroulé. C'est normal, on ne sait pas du tout comment on va faire. Que va dire mon employeur? Pourrais-je continuer à travailler? On a quand même des obligations, comme payer son loyer et sa voiture. D'ailleurs, pourrais-je encore conduire avec un seul bras? Karl-Heinz a dû être amputé du bras gauche au-dessus du coude. Depuis, il porte une prothèse. Mais il n'a jamais été du genre à se lamenter sur son sort. Il a toujours littéralement pris sa vie en main. Super, Denis, il est beau. L'avantage, c'est qu'avec la prothèse, on ne se brûle pas. On peut retirer un plat chaud du four ou une saucisse du grill si elle commence à brûler. À 48 ans, il a déjà testé toutes sortes de prothèses. Ma première prothèse était purement esthétique. On ne pouvait rien faire avec. Elle servait seulement à remplir la manche et à recréer un équilibre pour la colonne vertébrale avec un poids à gauche pour éviter que je prenne une mauvaise posture et que l'épaule remonte. À l'époque, Karl-Heinz était loin d'être satisfait de cette solution. Aujourd'hui, il porte une prothèse high-tech. Son orthoprothésiste, Thomas Münch, est le seul en Allemagne à pouvoir proposer ces prothèses myoélectriques utilisant la technique TMR. Je trouve ça passionnant d'ouvrir de nouvelles voies. La technique TMR est toute nouvelle. Il y a 4 ou 5 ans, on n'aurait jamais imaginé pouvoir proposer ça à un patient amputé du bras. Peux-tu rallumer ta prothèse? Je voudrais faire quelques exercices. Peux-tu plier le coude, s'il te plaît? Puis ouvrir la main, fermer la main. La particularité de cette prothèse, Karl-Heinz la dirige rien que par la pensée. Maintenant, plie le coude vers le haut en fermant la main. Parfait. Sa prothèse utilise la technique TMR, ou réinnervation musculaire ciblée, une procédure chirurgicale révolutionnaire, applicable même chez les personnes amputées de tout le bras. Son principe, les nerfs autrefois reliés au bras, donc devenus inutiles après l'amputation, sont réimplantés dans un autre muscle. Dans cette animation, le muscle pectoral. En quelques mois, les nerfs vont s'y lier et redevenir fonctionnels. L'intérieur de la prothèse est équipé d'électrodes ultrasensibles, en contact étroit avec la peau. Quand le patient contracte le muscle correspondant,
Le signal est capté par la prothèse qui reproduit le mouvement. Pour simplifier, je dis souvent qu'on recable le bras du patient. Ainsi, quand il veut ouvrir la main, le patient va contracter un certain muscle, ce qu'il ne pouvait pas faire avant l'opération, puisque le nerf n'entraînait aucune réponse. Ce nerf, qui servait auparavant à diriger les muscles de la main pour qu'elle s'ouvre, contracte désormais l'un des muscles. C'est ce qui se passe avec M. Hammond. Ainsi, quand Karl-Heinz fait bouger en pensée son bras absent, il active le muscle qui a été réinnervé et c'est la prothèse qui bouge. Quand je pense fermer la main, donc le mouvement qui fait bouger le pouce et les doigts de la prothèse, on voit bien le muscle se contracter là-dessous. C'est juste sur le renflement du muscle que se pose l'électrode captant le signal. C'est déjà la 7e emboîture qu'il reçoit, car au début les signaux sont confus et les électrodes ont du mal à les capter pour activer la prothèse. Ces électrodes sont en contact avec le biceps, ce qui permet de lever le coude. L'électrode en dessous dirige la rotation des paumes vers l'intérieur, la pronation. L'emboîture compte 6 électrodes au total. Un micro-ordinateur à l'intérieur de la prothèse analyse les signaux envoyés par les nerfs et les transforme en impulsions électriques. Karl-Heinz peut ainsi faire 6 mouvements distincts. Ça semble fabuleux, mais il ne faut pas oublier que le véritable membre, le bras, n'existe plus. Donc qu'il n'y a plus aucune sensibilité. On ne peut ni sentir ni toucher, on n'a plus de sensation. Cette prothèse reste une solution de rechange. Ce n'est pas la reconstruction d'un vrai bras. Sans compter que l'électronique complexe logée dans la prothèse n'est pas étanche. Sous la douche, Karl-Heinz doit donc se laver avec un seul bras. Malgré sa haute technologie, la prothèse ne peut ressentir ni le froid ni la chaleur. Et sa force de préhension ne varie pas. Elle a été réglée suite à des tests. Aujourd'hui, Marcus s'est entraîné au petit matin. Dès qu'il a le temps, il va pratiquer un autre de ses hobbies. Hors de question pour lui d'y renoncer parce qu'il n'a plus de tibia. C'est une prothèse normale et c'est une planche normale. La seule différence, c'est que j'ai une prothèse alors que les autres riders n'en ont pas. Le wakeboard a toujours été sa grande passion. Mais c'est aussi ce qui a bouleversé sa vie. C'était un beau soir d'été. Marcus avait 14 ans et passait la journée au bord de l'eau avec sa famille. Il s'apprêtait à partir, mais les conditions idéales ont incité Marcus à refaire un tour. J'étais tracté par un bateau. Il n'y avait pas de téléski nautique, comme ici. Je ridais, j'ai sauté par-dessus la vague et je suis tombé. Un autre bateau est arrivé par derrière sans me voir et m'est passé dessus. Mes jambes ont été prises dans l'hélice. Les secours arrivent immédiatement. Marcus est encore conscient, sa jambe droite presque entièrement arrachée. Je me souviens de ma mère en larmes me disant qu'ils allaient sûrement m'amputer la jambe. C'était un moment très dur. Sur le coup, le monde s'écroule. La nuit avant l'amputation, j'ai eu affreusement mal. J'étais déjà au maximum des antalgiques et malgré tout, la douleur était atroce. Je m'en souviens encore très bien. 3 jours plus tard, la sentence tombe. Impossible de sauver la jambe de Marcus. Je me sentais très seul face à cette situation. J'ai beaucoup pleuré, je passais mes soirées dans ma chambre à me demander comment j'allais faire pour continuer à vivre. Heureusement, le jeune sportif est un battant. Il veut s'en sortir et aller de l'avant. Il attend avec impatience sa première prothèse. La première fois que je me suis mis debout sur ma prothèse, ça a été la douche froide. Ça faisait terriblement mal, je n'arrivais pas à m'appuyer correctement dessus. Au lieu de me motiver, ça m'a plutôt abattu. Cela lui a pris du temps, mais aujourd'hui, Marcus ne se considère plus comme handicapé. Il conduit une voiture avec changement de vitesse. Il n'utilise pas sa cheville pour appuyer sur l'accélérateur, mais évalue la pression sur la pédale avec sa cuisse. C'est ainsi qu'il a appris à conduire. Aujourd'hui, il se rend chez un client.
Parfois, avec les personnes récemment amputées, on joue aussi le rôle de confident. Surtout quand ils comprennent que j'ai vécu la même chose qu'eux. Comme je peux me baser sur mon expérience, je suis quelqu'un à qui ils peuvent s'ouvrir. Marcus, bonjour. Uwe, bonjour, comment vas-tu? Uwe a beaucoup de questions à poser à Marcus sur les prothèses, un sujet qu'il ne maîtrise pas encore. Je peux dire que Marcus est mon modèle. Je ne serai jamais aussi sportif que lui, ça n'a jamais été mon truc. Mais à le voir bouger, jamais on ne se douterait qu'il est handicapé. Sa prothèse ne se remarque pas et je trouve ça absolument formidable. Est-ce que je pourrais faire du jogging avec ma prothèse plus tard? Ça dépendra du type de pied qu'on choisit. On est tous les deux d'accord pour prendre un pied pour personnes très actives. Uwe Schulz a 49 ans. Pour l'instant, il passe l'essentiel de son temps chez lui et il a hâte de pouvoir retrouver le grand air. On pourra faire différents essais, en commandant des pieds pour les tester. Les manchons en silicone apparus il y a quelques années ont changé la vie de nombreux amputés tibiaux. Ils font en sorte que la prothèse reste bien en place sur le moignon. La recherche va se poursuivre en direction de l'électronique, de la bionique. Il y aura des chevilles intelligentes pour les amputés tibiaux. Elles lèveront le pied en phase pendulaire, ajusteront la position pendant la marche en montée et auront d'autres fonctions. Il existe déjà des pieds qui le font, mais leur poids est encore trop élevé. Donc je ne crois pas qu'ils conviennent vraiment au quotidien pour des patients actifs. Pour les amputés fémoraux, il existe déjà des genoux intelligents qui imitent les mouvements naturels du corps et reconnaissent quand ils doivent se plier. Un ordinateur permet de paramétrer la prothèse individuellement pour chaque utilisateur. Des capteurs mesurent la vitesse de la marche et les forces exercées sur la prothèse jusqu'à 50 fois par seconde, et un microprocesseur régule l'amortissement de l'articulation à chaque pas. Tout se fait automatiquement et l'appareillé peut ainsi marcher sur un terrain inégal, monter des escaliers ou faire du vélo. La science repousse sans cesse ses limites. Il existe aussi l'ostéo-intégration, avec laquelle le support de la prothèse est monté directement sur l'os. Cette technique n'est pas encore tout à fait au point, il faut encore l'améliorer. Mais à mon avis, dans les prochaines années, les choses vont beaucoup évoluer. Voilà quelques mois que Karl-Heinz porte sa nouvelle prothèse bionique. Avec son orthoprothésiste, Thomas Münch, il s'est rendu régulièrement à Vienne, le seul endroit où jusqu'à présent des patients ont été appareillés avec ces prothèses dernier cri. Arrivé à l'hôpital général de Vienne pour la dernière visite de contrôle. C'est ici que Karl-Heinz a été opéré par le professeur Oskar Assmann, spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et pionnier de la reconstruction bionique. Une méthode qui suppose de modifier l'anatomie du patient pour qu'il puisse tirer le meilleur profit d'une prothèse. Dans le cas de Karl-Heinz, il a fallu déplacer des nerfs. Le problème après l'amputation d'un bras, c'est qu'il ne reste que deux muscles. On a le biceps à l'avant qui sert à plier le bras. On le voit bien bouger. Et on a le triceps à l'arrière qui fait tendre le bras. La difficulté, c'est qu'avec ces deux seuls muscles, M. Hammond doit pouvoir diriger toute sa prothèse, qui offre plusieurs fonctions. Elle permet la flexion et l'extension du coude, la pronation, la supination, l'ouverture et la fermeture de la main. Au cours d'une opération spectaculaire, le professeur Assmann a déplacé certaines terminaisons nerveuses, devenues inutiles suite à l'amputation, dans d'autres muscles. Cela permet aujourd'hui à Karl-Heinz de diriger les 6 fonctions de sa prothèse. En Europe, ce genre d'opération n'a encore été pratiqué qu'à Vienne. Voilà le biceps. Là, c'est le chef long du biceps, qu'on voit très bien. Même pour le professeur Assmann, cela n'a rien d'une opération de routine. Le plus compliqué dans la chirurgie des nerfs, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'on s'engage dans une longue rééducation.
Il faut savoir à quoi sert le nerf, où il se trouve, comment il est relié au tissu. Il faut donc connaître l'anatomie dans les moindres détails, mais aussi les fonctions exactes de ces éléments anatomiques, et enfin les possibilités offertes par la prothèse. Vous sentez encore quelque chose quand je tapote? Avant l'opération, Karl-Heinz souffrait de douleurs continues dans le moignon. Il ne pouvait pas se passer de médicaments. C'est l'une des raisons qui l'ont poussé à se faire opérer. Vous prenez encore des antidouleurs? Non, plus du tout. Il n'y a plus de douleur causée par des névromes. Quand un nerf se termine par une cicatrice, il devient douloureux, parce qu'il n'a plus de finalité. Mais si on lui redonne une utilité en le déplaçant dans un autre muscle, alors il peut recommencer à travailler normalement, en faisant se contracter le muscle ou en transmettant des sensations. Pour la plupart des nerfs, c'est le signal qu'il ne doit plus faire mal. La procédure chirurgicale TMR est si innovante que beaucoup de spécialistes ne la connaissent pas encore. Pourtant, elle pourrait aider beaucoup d'amputés, à condition que les caisses d'assurance maladie et de prévoyance des accidents du travail jouent le jeu. Comme beaucoup d'amputés, Karl-Heinz a dû se battre longtemps pour obtenir sa prothèse. Avant, les caisses tentaient souvent de ne pas payer, surtout pour les prothèses de jambes. Une plainte a été déposée et le jugement qui a été rendu disait qu'un patient avait droit au meilleur de la technologie. Pour le bras, c'est aujourd'hui une prothèse myoélectrique TMR. À l'heure actuelle, selon la loi allemande, le patient a donc le droit de recevoir un appareillage de pointe. La Caisse de prévoyance des accidents du travail a fini par payer 20 000 € pour l'opération et 80 000 € environ pour la prothèse. Karl-Heinz Samon est le premier appareillé allemand avec une telle prothèse. Il travaille désormais avec le fabricant en tant que testeur. C'était risqué. Cette prothèse est prête à être commercialisée, mais il y a toujours des possibilités d'amélioration. Pourquoi il réagit comme ça? À la longue, j'ai remarqué que lorsque je mets la prothèse le matin, donc quand elle est sèche parce que je n'ai pas encore transpiré, ses fonctions sont plus stables et plus précises. Là, je l'ai depuis ce matin et plus je la porte, moins les fonctions sont précises. Quelques années plus tôt, pour concevoir la prothèse, le professeur Assmann s'est adressé à la société Otto Bock, un fabricant allemand dont le département de recherche et développement se trouve à Vienne. C'est une façon originale de vider un verre. Le laboratoire du professeur Assmann et le fabricant allemand de prothèses poursuivent depuis une étroite collaboration. Dans tous les cas où l'on peut restaurer des fonctions corporelles avec des appareils, nous cherchons à améliorer l'interface homme-machine. L'un de nos axes de recherche qui nous semble faisable est d'incorporer dans la main artificielle des capteurs sensibles renvoyant un signal au moignon. Le patient aurait ainsi un retour direct de sa main prothétique. C'est encore une technologie expérimentale qui ne sera pas prête du jour au lendemain, mais c'est l'un des principaux axes de recherche de notre laboratoire. Le professeur Assmann a aussi opéré Patrick Mayerhofer, un jeune Autrichien de 25 ans. Il y a 4 ans, cet électricien a reçu une violente décharge entraînant de très graves brûlures. Sa main droite a pu être sauvée, mais la gauche est restée mutilée. Le jeune homme a finalement choisi l'amputation. Comme celle de Karl-Heinz Samon, sa prothèse de main bionique est dirigée par la pensée. Patrick Mayerhofer peut même bouger chaque doigt séparément. Mais ce genre de prothèse n'existe pour l'instant que pour les personnes amputées sous le coude. Je me souviens très bien de ma réaction quand j'ai eu cette main pour la première fois. Ça faisait 1 an que je portais une vieille prothèse qui était déjà très bien, mais qui ne pouvait qu'ouvrir et fermer la main. C'était tout. Avec la main Michelangelo, j'ai 7 positions au lieu d'une seule. C'est un progrès incroyable qui m'a donné un grand sentiment de bonheur, comme de tirer les 6 chiffres au loto. La main de Patrick Mayerhofer dispose de 4 doigts articulés et d'un pouce positionnable séparément.
Si je veux tenir la coupelle, je dois changer de position. Avant, j'étais en position de prise latérale, mais c'était un peu trop petit pour tenir la coupelle correctement. Donc je change pour une prise tripode, ce qui me permet de mieux l'avoir en main. Les commandes sont assurées par un micro-ordinateur caché dans la prothèse. Il ne faut que quelques heures pour apprendre à la manier, ce n'est pas très compliqué. Au début, il faut réfléchir pour savoir quelle position utiliser pour quel objet, mais aujourd'hui je n'y pense même plus. On entend bien le déclic quand je fais pivoter le poignet. Peut-être qu'à l'avenir, la commande sera électronique, mais ce n'est pas encore le cas. Les gens qui voient ma prothèse pour la première fois sont toujours impressionnés. Moi, je me dis seulement que c'est ma main. J'en ai besoin tous les jours, elle fait partie de mon quotidien. Patrick aide à améliorer encore cette prothèse bionique en testant chaque innovation développée par les chercheurs. C'est ici que tout a commencé, le département de recherche et développement du fabricant. C'est là aussi qu'est fabriquée la main Michelangelo. Les ingénieurs électroniciens et les mécaniciens assemblent les 700 composants avec une précision millimétrique. Comme presque tout est fait à la main, la fabrication prend du temps, d'où le prix élevé de cette prothèse dernier cri, près de 40 000 €. Avant que ces membres artificiels high-tech soient disponibles chez les distributeurs de matériel médical, ils doivent passer au banc d'essai. Andrea Vogtbolm travaille pour une association qui accompagne les patients et les aide à se reconstruire après l'amputation. Elle sait que les progrès en orthopédie ne rendent pas forcément les choses plus faciles. L'amputé typique n'est pas un sportif de haut niveau. 80% des amputés ont plus de 60 ans et souffrent souvent d'une maladie chronique. Avant même l'amputation, ils sont confrontés à toutes sortes de pathologies. Les médecins font appel à Andrea quand leurs patients s'apprêtent à quitter l'hôpital, 10 à 14 jours après l'amputation. Ils sont souvent désemparés. Rien n'est prévu pour eux dans le système de santé allemand. Une lacune que vient combler son association Ampuvita, financée exclusivement par des dons. Madame Visser, je vous présente Madame Vogtbolm. Bonjour, Madame Visser. Une amputation entraîne des changements considérables. Il faut réorganiser toute sa vie. Et souvent, les patients âgés se sentent complètement dépassés. Ce qui m'importe, c'est de savoir comment vous ferez à votre retour chez vous. Je vis dans un appartement au 2e étage, sans ascenseur. Donc l'un des principaux objectifs de votre rééducation doit être de pouvoir monter les escaliers, car vous voulez rester chez vous. Avec de la persévérance et une grande volonté, on y arrivera. Bien sûr. Mais je dois quand même vous prévenir qu'il y aura des phases où vous vous direz « c'est trop difficile ». Mais souvent, quand on se sent au plus bas, on rebondit ensuite avec d'autant plus d'énergie. La plupart des patients du service ont été contraints à l'amputation suite à un diabète de type 2 ou à des maladies vasculaires. C'était aussi le cas de Sieglinde Visser. En proie à des douleurs permanentes, malgré d'innombrables opérations, elle a choisi l'amputation. Le fabricant m'a dit qu'un jeune homme avait mis sa prothèse et s'était mis à marcher comme ça. On dit que leurs prothèses sont de bonne qualité. C'est pour ça que je me suis adressé à eux. Tous ont l'espoir de retrouver avec une prothèse une meilleure qualité de vie. Ça me met hors de moi d'entendre un médecin dire à son patient « Vous allez recevoir une prothèse et après quelques temps, vous marcherez sans problème, ça ne se verra même pas. » Alors que tous les médecins savent parfaitement que 80% des amputés, ces malades dont je vous parlais, ne remarcheront jamais aussi bien. En quelques années,
la petite association est devenue un institut de conseil très sollicité par les amputés et leurs familles. La demande est immense. En complément des groupes de soutien, Ampu-Vita propose des séminaires et des cours de mobilité. Une aide également appréciée par Ingrid Vogt, 74 ans. Elle a toujours été sportive et attend avec impatience son heure de gymnastique hebdomadaire. Heinz, est-ce que tu peux m'aider? Ingrid Vogt souffre d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, un grave trouble circulatoire. Des plaques d'athérome ont envahi et rétréci les artères de ses jambes jusqu'à l'obstruction totale. C'était en 1998. Dans la rue, j'ai soudain senti une douleur dans le mollet. Je suis resté sans bouger quelques instants. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis dit que j'avais dû faire un faux mouvement en faisant du sport, que c'était des courbatures. C'était le même genre de douleur. Mais ensuite, j'ai constaté que ça s'aggravait. Avec le temps, je pouvais marcher de moins en moins loin sans avoir mal. Et la douleur elle-même empirait. Ingrid a une véritable odyssée de consultation médicale derrière elle, qui s'est soldée par l'amputation de ses deux jambes. Voici ma prothèse qui remonte jusqu'en haut de la cuisse. À l'intérieur, il y a une tige de métal sur toute la longueur, avec une charnière qui fonctionne comme un genou. Après 3 opérations de la jambe gauche, il ne lui reste plus qu'un moignon très court. Sous le genou, il y a plein de nerfs qui se rejoignent. Des nerfs, des vaisseaux sanguins. Quand je mets ma prothèse, ça exerce une pression très forte sur le dessous. Même si les tissus sont mous, j'ai du mal à le supporter. D'autres y arrivent peut-être, mais moi, une telle pression sur le moignon me fait mal. Avec ses prothèses, Ingrid peut marcher 40 mètres au maximum. Son fauteuil roulant n'est jamais loin. Andrea de l'association Ampu-Vita lui rend visite dans son appartement où elle vit avec son mari Heinz. Tu as mis tes prothèses aujourd'hui? Oui, Ingrid fait de vrais efforts, je vais m'asseoir. mais elle atteint vite ses limites. Là, ça soulage mon genou. Ça me fait tellement mal. Je ne sais plus quoi faire. Son mari Heinz se sent lui aussi démuni. Les douleurs lancinantes, Ingrid les supporte au quotidien. Tu as toujours mal dans la jambe gauche? Dès que je marche un peu, ça me fait soudain très mal au niveau du genou. En plus des problèmes liés à la prothèse, Ingrid souffre aussi de douleurs fantômes dans les 2 jambes. Des élancements violents qui la frappent sans prévenir, surtout quand elle se repose. Jusqu'à présent, les différents types de traitements sont restés sans résultat. Mais je sais que vous êtes 2 à supporter tout ça. Ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de couples se séparent parce que l'amputation est trop dure à gérer. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Parfois, on s'assoit un petit quart d'heure et on pleure tous les 2. Ça me met régulièrement en colère de voir que des personnes âgées ne reçoivent pas de prothèses adaptées après leur amputation. Je répète sans cesse que ça ne doit pas forcément être des prothèses de sport ou pour personnes très actives, mais au moins des prothèses qui correspondent aux besoins de la personne, pour qu'elle puisse continuer à vivre sa vie. On dessine un 8 avec le bras, vers l'intérieur et l'extérieur, en restant détendu. Ingrid ne raterait pour rien au monde son cours de gymnastique du vendredi. Le couple ne sort plus que rarement de chez lui, surtout en hiver. Le plus important, c'est que je fasse bouger mes jambes. Avec le haut du corps, je reste très active, mais pour les jambes, ça ne suffit pas. Je vais donc à ce cours de gymnastique et ça me plaît beaucoup.
Pour le moral aussi, il est important de rencontrer des personnes dans la même situation. Ingrid a fait ici de nouvelles connaissances. C'est parfois très dur. J'imaginais que ce serait un peu plus facile, il faut bien le dire. Si on reste chez soi à ne rien faire, ça devient de pire en pire. Or, la plupart des amputés restent chez eux. On ne les croise pas dans la rue. Si on m'avait dit à quel point ce serait pénible, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire. Il m'a fallu beaucoup de force pour pouvoir recommencer à faire le ménage, m'occuper des enfants. Aujourd'hui, après 4 ans, ça va. Mais marcher sur de longues distances, ça reste impossible. Nous retrouvons Marcus Rem qui se rend à la salle de musculation. Plus que 3 semaines avant les Jeux paralympiques de Londres. L'athlète a bien l'intention de montrer de quoi il est capable. Mais il y a un problème. Les dernières semaines n'ont pas été faciles. Je n'ai pas pu m'entraîner correctement parce que je me suis blessé. Ce n'est pas facile à accepter, je suis énervé. J'essaie de garder mon calme, mais je ne suis plus dans le même état d'esprit. Avec l'entraînement intensif de ces dernières semaines, il souffre d'une plaie de pression sur le moignon. Il faut absolument qu'elle guérisse avant Londres. Sinon, il risque de ne pas pouvoir participer à la compétition. L'entraîneur de Marcus l'a mis au repos forcé pour que sa plaie guérisse. À si courte échéance de la grande compétition, il a du mal à l'accepter. Pour se changer les idées, le soir, il optimise sa prothèse dans les locaux de son employeur, un grand fabricant de matériel médical. Beaucoup pensent que j'ai un avantage technique parce que je peux utiliser pour ma prothèse tel ou tel élément qui n'est pas officiellement commercialisé. Mais ce n'est pas le cas. Tous les éléments que j'assemble peuvent être achetés chez les fabricants. Mon seul avantage, c'est que je sens comment l'emboîture et la prothèse se comportent et que je sais comment mieux adapter l'emboîture et corriger la position. Je peux moi-même faire le nécessaire d'après mon ressenti. Le bricolage tient encore une grande part dans le handisport. Bataille des matériaux, technodopage. On reproche parfois à ces sportifs d'être avantagés par la technologie. Pour Marcus, ce sont des accusations infondées. La plupart des gens pensent qu'avec ce genre de lame, on saute facilement à 8 mètres sans entraînement. Au contraire, il faut s'entraîner dur. Rien que de réussir à courir avec cette prothèse, c'est déjà une question d'entraînement. David, un sprinter double amputé de notre club, m'a raconté que pendant 6 mois, il n'a fait que de la musculation et des exercices d'équilibre pour que son dos supporte de courir ainsi. C'est bien moins facile que ce que les gens imaginent. Avec l'effet ressort des lames en carbone, ils pensent qu'il est facile de sauter à 8 mètres. Mais ce n'est pas si évident. De retour chez Karl-Heinz, c'est enfin le week-end. Après une dure semaine de travail à l'aéroport, le père de famille est fatigué. Ses filles ont demandé à fabriquer des lampions. Mucherev, sa femme, a connu Karl-Heinz avec ses 2 bras valides. C'est elle qui l'a demandé en mariage après l'accident. Vous voulez un petit ou un gros lampion? Moi, j'en veux un gros. Les 3 filles n'ont pas connu leur père autrement. Elles n'ont aucune gêne ni appréhension envers sa main artificielle. Quand papa m'a emmenée à la fête de l'école pour Halloween, tous ceux de ma classe l'ont regardé. Le lendemain, ils sont presque tous venus me demander « Qu'est-ce qu'il a, ton papa? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, je leur ai expliqué. Pourtant, je portais une prothèse, non? Oui, mais ça faisait quand même un peu bizarre. Les enfants sont souvent plus honnêtes que les adultes. Ils ne chuchotent pas derrière votre dos, ils vous posent directement la question. Alors, j'explique rapidement comment ma prothèse fonctionne et on n'en parle plus. Karl-Heinz aime bricoler. Dans une grande famille comme la sienne, il y a toujours quelque chose à faire. Il fait beaucoup de choses lui-même dans la maison. Avant, je devais rester à côté de lui pour tenir les vis. Ça prenait parfois des heures, je ne pouvais rien faire d'autre en attendant. Aujourd'hui, il fait tout seul. Il n'a plus besoin de moi en tant que deuxième main.
Karl-Heinz est convaincu que sans prothèse, il serait aujourd'hui au chômage. C'est essentiel pour la confiance en soi, parce qu'avec cette prothèse, on ne dépend plus des autres. Avant, il était impensable pour moi de nouer mes lacets, tout simplement, ou de faire d'autres broutilles comme déchirer et coller un bout de papier. Même les choses les plus simples sont impossibles sans prothèse, puisque tout notre quotidien est prévu pour deux mains. Karl-Heinz se considère chanceux d'avoir reçu une prothèse aussi perfectionnée. Cela l'attriste de penser au nombre d'amputés dans le monde qui sont laissés pour compte. Comme ici, à Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde. Après le violent tremblement de terre de janvier 2010, plus de 4000 personnes ont dû être amputées du bras ou de la jambe. Le seul atelier de fabrication de prothèses du pays s'est effondré. Pour y remédier, l'association caritative des Johanniter a fait venir d'Allemagne un cabinet mobile d'orthopédie et des bénévoles prêts à fabriquer ces prothèses indispensables. À son arrivée, l'équipe fait la connaissance de Schutte, 7 ans. Lors du séisme, la maison familiale s'est effondrée sur lui. On n'a pu le sortir des décombres que 2 jours plus tard et il a dû être amputé. Schutte vit chez sa grand-mère. Elle espère que les orthoprothésistes allemands pourront offrir une nouvelle jambe à son petit-fils. Il est très important de recevoir une prothèse rapidement, 2 à 4 semaines après l'amputation, pour que le patient puisse retrouver une vie normale le plus vite possible. L'amputé reste à la maison, comme les millions d'autres personnes qui n'ont pas d'appareillage. Ils restent allongés au sol et attendent que leurs proches viennent les nourrir et les porter ici ou là. Voilà pourquoi les équipements comme les prothèses de jambes, les orthèses ou les fauteuils roulants sont essentiels pour leur rendre une mobilité. Dans les pays comme Haïti, où survivre est la première des préoccupations, on se soucie peu des handicapés. Le générateur est hors service. En attendant que la pièce de rechange arrive d'Allemagne, Marcel Berisville forme 13 jeunes haïtiens à l'appareillage orthopédique. Grâce à des dons allemands, il bénéficie d'une formation pour apprendre le métier avec un diplôme reconnu internationalement. Quelques semaines plus tard, Schutte et sa grand-mère prennent un taxi-moto pour retourner chez les Johanniter. Le cabinet orthopédique fonctionne de nouveau. Harry Tsener, un orthoprothésiste néerlandais, approche de la retraite. Quand on lui a proposé de partir à Haïti comme bénévole, il n'a pas hésité. Ces gens n'ont rien. Rien que d'y penser, ça m'empêche de dormir. Le premier patient du jour est Schneili, 4 ans, qui reçoit une prothèse tibiale. Il faudra régulièrement la changer au cours des prochaines années pour l'adapter à sa croissance. Ces moments donnent aux bénévoles la force de continuer, malgré les conditions de vie difficiles dans le pays. Hey, Shooter! Hello! No? Pour Schutte aussi, c'est le grand jour. Harry Tsener a passé beaucoup de temps à préparer sa prothèse. C'est un moment très émouvant et important. Je veux qu'il se sente bien dans sa prothèse et qu'il puisse marcher. Cela fait des mois qu'il n'a pas marché sur ses 2 jambes.
J'espère qu'il pourra faire quelques pas, parce que c'est très difficile avec une prothèse fémorale. On va voir. Tous ici espèrent que Schoute parviendra vite à surmonter sa peur et redeviendra le petit garçon joyeux qu'il était avant le séisme. Ça me rend heureux qu'il puisse à nouveau marcher. Quand on a été amputé à la cuisse, réapprendre à marcher en pliant un genou prothétique demande du temps. J'aimerais pouvoir rejouer au foot. Schoute devra se montrer patient avant de pouvoir rejouer au foot. Mais les premiers progrès sont déjà là. Grâce à sa prothèse, il pourra peut-être mener une vie presque normale à Haïti. De retour chez Ingrid Vogt à Hambourg. Tu peux m'ouvrir la porte? Comme ça, je vais sortir. Je perds facilement ma prothèse, en glissant hors du manchon en silicone. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'escalier. Alors je m'arrête et je m'assois. Mon mari, qui n'est jamais loin, m'aide à enlever rapidement ma prothèse. On prend un mouchoir pour essuyer le manchon et ma jambe. Quand c'est sec, je peux remettre la prothèse et continuer. La différence de poids entre ces deux prothèses, fémorale et tibiale, rend la marche encore plus difficile. Son mari Heinz a toujours peur qu'elle tombe. Si on décide de le faire correctement, c'est un boulot à plein temps. Il n'y a pas de problème tous les jours, mais il faut être là. Au début, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, je m'y suis fait, ça ne me dérange plus. Je l'accepte très bien. Tous deux disent même que ce coup du sort a renforcé leur mariage. Les Vogt ont appris à être heureux malgré tout, et certaines choses valent la peine de continuer à se battre, comme leurs vacances annuelles au soleil. Bonjour, comment allez-vous? Vous voulez vous mettre là? Je vais pousser la chaise. Nous voulons aller à Fuerteventura. Dans votre hôtel habituel? Oui. Des vacances à l'hôtel en demi-pension, mais avec une place supplémentaire dans l'avion, des bagages en excédent, le fauteuil roulant et la navette pour l'aéroport. Avant, ils voyageaient plus simplement. On prenait notre camping-car et on partait sur les routes presque 6 mois par an. Ça a été dur de devoir y renoncer. On s'est promené le long du Danube. On a fait des circuits dans les Alpes, surtout en Autriche et dans le nord de l'Italie. C'était super. C'était de très beaux moments, parce qu'avec notre camping-car, on était libre. Pas comme aujourd'hui où on dépend de l'accessibilité faite aux personnes handicapées, comme les toilettes spéciales ou bien les endroits surélevés et accessibles en fauteuil. Il faut toujours réfléchir pour trouver quelque chose de faisable. Chercher de nouvelles destinations accessibles, trouver un hébergement avec des chambres faites pour les handicapés. C'est comme ça et ce n'est pas si simple. Malgré tout, Ingrid et Heinz se sont étonnamment bien adaptés à ce nouveau mode de vie. Ils ne sont pas amers d'avoir dû renoncer à tant de choses. Au contraire, ils se réjouissent de tout ce qui est encore possible. Pour être honnête, depuis l'amputation, je suis même plus joyeuse qu'avant. Mon mari a toujours été le plus joyeux de nous deux. Quand on était entre amis, il était toujours le centre d'attention, tandis que moi, j'étais en retrait. J'ai toujours été comme ça, mais plus maintenant. C'était une erreur que je ne fais plus. Je dois être plus drôle et plus joyeuse, parce qu'ainsi, je peux tout surmonter. J'ai remarqué que tout était plus facile quand on prenait les choses avec le sourire, en se disant « ce n'est pas si grave ». Le jour J est arrivé. 80 000 spectateurs sont réunis dans le stade olympique de Londres.
les caméras sont braquées sur Marcus Rem, l'athlète paralympique de saut en longueur. Sa plaie à la jambe a guéri à temps. Super saut de Marcus Rem. 7,14 m, c'est un nouveau record du monde. Je ne m'attendais pas à sauter aussi loin. Quand j'ai vu 7,14 m sur le panneau d'affichage, j'ai pensé « Record du monde, qu'est-ce qui m'arrive ?» J'étais vraiment surpris parce que mon saut ne me semblait pas aussi bon que ça. Et ce n'est que le début. Waouh, encore un saut incroyable, c'est fou! Super saut de Marcus Rem. C'est très loin, 7,35 m. Encore un record du monde pour Marcus Rem. Quand j'ai sauté à 7,35 m, je l'ai su. Je me suis retourné, j'ai vu le juge lever le drapeau blanc et je me suis dit « Voilà, c'était le bon ». Et le champion paralympique représentant l'Allemagne, Marcus Rem. Je suis encore tout retourné quand je repense à la remise des médailles et qu'ils ont joué l'hymne allemand. Mes parents se trouvaient entre le drapeau et moi. Je les ai vus et j'ai eu les larmes aux yeux. C'était un sentiment incroyable d'être sur le podium et de vivre ça avec mes parents, parce qu'ils m'ont toujours accompagné et soutenu. Vivre cet instant avec eux, c'était vraiment génial. Un an après la pose de sa prothèse myoélectrique, celle-ci est devenue une part de lui-même. Il arrive même à Karl-Heinz d'oublier qu'il n'a qu'un bras. Et pourtant, n'importe quelle prothèse, aussi sophistiquée soit-elle, reste un membre artificiel. Ce que j'aimerais, c'est avoir une prothèse qui me permette de sentir les objets. Surtout pour mes enfants. J'aimerais pouvoir les prendre par la main et que la prothèse me donne une sensation en retour pour que je puisse sentir si je les serre trop fort ou pas assez.